Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on essaiera de découvrir le concept de la SQL injection. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons donc commencer par une petite introduction et définition de l'injection SQL, suivi par la criticité des SQL injection. On va aussi discuter le server-side de la chose, un exemple de scénario, et enfin, nous finirons par un lab où on mettra en pratique la détection des injections SQL d'une manière manuelle, vu que par la suite, nous allons pouvoir découvrir différents outils qui vont nous permettre de pouvoir automatiser la détection des injections SQL. Et je vais ouvrir une petite parenthèse de quelques secondes dans ce sens. Lorsque vous utilisez un outil automatisé et que vous trouvez une vulnérabilité, et spécialement une injection SQL, il ne faut jamais oublier qu'il faut vérifier cette injection SQL manuellement. L'injection SQL est une technique utilisée par les hackers afin de pouvoir exploiter une vulnérabilité dans la validation des inputs. On revient toujours au niveau des vulnérabilités par rapport aux applications web à ce point-là, qui est donc la validation des inputs. Si vous voulez optimiser, avoir une sécurité, je dirais pas parfaite, mais intéressante au sein de votre application web, essayez de valider les inputs utilisateurs, de les filtrer au maximum possible. C'est donc, comme on vient de le dire, une technique qui est utilisée afin de pouvoir donc exploiter une vulnérabilité par rapport aux inputs utilisateurs, afin de pouvoir exécuter des injections SQL, donc plutôt passer, donc est le terme plus exact, donc de faire transiter des commandes SQL à travers l'application web afin qu'ils puissent être exécutés dans la base de données, donc par rapport à la base de données, donc dans le back-end. Quel est le but de tout ça? Donc c'est très simple. Donc l'utilisateur va pouvoir exécuter n'importe quelle commande SQL, ce qui va lui permettre de pouvoir récupérer bon nombre de choses telles que des informations confidentielles. Donc il peut carrément dumper toute la base de données. Donc dumper, ça veut dire récupérer et enregistrer une copie de la base de données au niveau de sa machine locale, ou encore pouvoir récupérer des accès non autorisés, effectuer une escalade de privilèges, etc. Une petite remarque que je vais citer par rapport à ce point-là. Donc, il faut savoir que la vulnérabilité d'injection SQL est une vulnérabilité au niveau de l'application web et non de la base de données ou du serveur web. C'est très important à comprendre afin de pouvoir bien savoir comment pouvoir découper les choses, mais aussi les comprendre convenablement. Donc, une fois que vous savez où la faille se situe, donc la vulnérabilité, vous savez comment ça se passe, qu'est-ce que ça touche, donc quelle est sa portée, vous aurez directement une vue globale sur la situation et vous pourrez directement aller droit au but lorsque vous allez essayer de pouvoir régler et donc corriger cette vulnérabilité. Et d'un point de vue défensif, enfin offensif plutôt, vous saurez directement quoi toucher, quoi chercher lorsque vous êtes en train d'effectuer un test de pénétration par exemple. Maintenant, nous allons traiter un point beaucoup plus intéressant et qui concerne la criticité des injections SQL. Qu'est-ce que la criticité? Donc, par là, on veut dire la portée de cette vulnérabilité. Supposons que un attaquant a pu donc effectuer une attaque de ce type. Que peut-il faire exactement? Que peut-il récupérer? Donc, cela va jusqu'à où? C'est la réponse qu'on va essayer, c'est la question plutôt qu'on va essayer de traiter au niveau de ce slide. Quelle est la portée de cette vulnérabilité et qu'est-ce qu'un hacker peut faire suite à une exécution d'une injection SQL?
Grâce donc à l'injection SQL, un attaquant peut tout d'abord bypasser l'authentification. Donc en utilisant cette attaque, un attaquant peut accéder à une zone protégée sans pour autant fournir un nom d'utilisateur et mot de passe valide, et voire même gagner un accès administratif. La deuxième conséquence peut être l'information disclosure, c'est-à-dire l'exposition d'informations. Donc en utilisant cette attaque, un attaquant peut obtenir des informations sensibles qui sont stockées dans la base de données, telles que des numéros de crédit, comme on le voit dans plusieurs cas d'attaque. Donc on a vu plusieurs cas ces dernières années. Le plus frappant reste celui de Sony. La SQL injection reste vraiment l'attaque la plus dévastatrice au niveau du web. Le troisième point concerne la compromission de l'intégrité des données, donc Compromise Data Integrity. Donc un attaquant peut utiliser cette attaque afin de pouvoir d'effacer une page web, insérer un contenu malicieux tel que un script malicieux. On a déjà vu un exemple donc de ce type de script, donc avec le hook de BIF, quand on a traité la faille XSS, et on a vu vraiment qu'on peut contrôler le navigateur de la victime et en faire ce qu'on veut, que ce soit des attaques DOS, l'utiliser comme pivot, exploiter des attaques de type man in the browser afin de pouvoir contrôler complètement des actions de l'utilisateur, voire même prendre le contrôle de son ordinateur. Il peut aussi donc altérer le contenu de la base de données afin de pouvoir changer des valeurs clés, par exemple une adresse ou autre, etc. Et donc cela va toucher directement à l'intégrité de la donnée. Le troisième point concerne la disponibilité des données. Donc le hacker va pouvoir donc exploiter cette attaque afin de pouvoir compromettre la disponibilité des données en supprimant par exemple les différentes informations sur la base de données, les logs, les informations d'audit, etc. qui sont stockées au niveau de la base de données. Et enfin, et qui est vraiment l'exploitation la plus dangereuse de la SQL injection et qui est vraiment le cauchemar de toute entreprise, qui est le Remote Code Execution. Donc, ce qui permet de pouvoir directement toucher à l'OS et d'en prendre contrôle du serveur web. Donc, on a déjà discuté de cela au niveau du chapitre sur le hacking de serveur web. Et donc, exécuter n'importe quelle commande que le hacker souhaite au niveau de la machine de la victime. Et vraiment, pour ceux qui sont intéressés par rapport à ce point-là, nous avons pu traiter comment exécuter du code basique, donc PHP basique, au niveau de Hacking Sécurité Expert Vulnérabilité Web, et on va pouvoir traiter beaucoup plus en détail ces sujets-là, surtout même comment passer d'une XSS à un Remote Code Execution au niveau de la deuxième version de vulnérabilité web par rapport à Hacking et Sécurité, donc les vulnérabilités des applications web. Donc je vous encourage vivement déjà à essayer d'avancer par rapport aux différents modules sur Alform. Ce qui va venir est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus approfondi, et on vous promet la crème de la crème en sécurité informatique sur alform.com. Côté technologie, server-side et SQL injection, il faut savoir qu'il existe différentes technologies très très puissantes côté serveur, donc server-side, telles que l'ASP.NET, ainsi que des serveurs de base de données qui permettent aux développeurs de pouvoir créer dynamiquement et d'une manière très très puissante des sites web. Ce qui peut être exploité facilement par un hacker, donc en exploitant des attaques de type SQL injection, sachant que toutes les bases de données relationnelles telles que SQL Server, Oracle, IBM DB2 ou encore MySQL sont susceptibles d'être abusées, si on peut dire, par des injections SQL. L'attaque d'SQL injection, n'exploite pas un software spécifique, donc une vulnérabilité dans une application spécifique,
mais elle touche directement des sites cibles, donc des victimes qui ne suivent pas les meilleures pratiques de secure coding afin de pouvoir accéder et manipuler le stockage de données dans les bases de données relationnelles. J'ouvre encore une parenthèse dans ce sens. Nous allons pouvoir avoir un chapitre spécialisé dans le coding sécurisé sur Alpha. Voici un scénario type de l'exploitation d'une injection SQL, qui est le suivant. Dans un cas normal, où on va essayer de s'authentifier, nous devrons donc saisir un ID, donc un nom d'utilisateur, et un mot de passe. Lorsqu'on va saisir nos identifiants, on va les valider au niveau de l'application web. Cette dernière va pouvoir communiquer avec un script afin de pouvoir vérifier l'existence et récupérer les informations de l'utilisateur relatives à cet utilisateur. Dans le cas normal, donc on a un exemple de requête qui est select all. Donc on va sélectionner tous les champs from users, donc à partir de la table users, où l'ID de l'utilisateur est le suivant et le mot de passe est celui-là. Mais quand on va essayer de pouvoir exploiter une faille de type injection SQL, cela est quasiment différent. Donc l'utilisateur va donc par exemple rentrer la séquence suivante, suivie par un point virgule ainsi que le slash étoile afin de pouvoir commenter tout ce qui va suivre. La condition va devenir donc la suivante, donc suite à l'insertion de l'apostrophe or 1 est égal à 1. Donc déjà le user ID va être vide, donc on va fermer ce dernier, donc la valeur est nulle, ou donc on a une condition 1 égale à 1. Sachant que cette condition est toujours vraie, et avec le point virgule en fait, on a la requête précédente qu'on a déjà eue devient la suivante. Donc on va sélectionner tous les utilisateurs où l'utilisateur est vide. Donc là, ce paramètre-là ne veut rien dire, ou 1 égale à 1, qui est toujours vrai. Le reste va être commenté, et donc dans ce cas-là, on va retourner toute la table des utilisateurs avec toutes leurs informations, ce qui n'est pas à négliger. Donc ceci est vraiment un exemple très très basique de SQL injection qui peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on croit. Donc sans plus tarder, allons découvrir la détection de SQL injection ensemble et en vidéo. Une fois au niveau de notre lab, donc nous allons nous diriger vers la page, l'adresse IP de Metasploitable 2. Donc Metasploitable 2 qui est vraiment très très utile. Donc je vous encourage vraiment à l'utiliser dans votre apprentissage. Donc vous avez vraiment beaucoup de modules au niveau de ce dernier. Vous avez en fait des vulnerable web application, multi-DE, des vulnérabilités, des vulnérabilités aussi côté serveur. C'est vraiment très très intéressant et je vous encourage vivement à pouvoir déjà essayer de pouvoir tester ces vulnérabilités. C'est vraiment un bon commencement. Donc si vous arrivez déjà à pouvoir exploiter les vulnérabilités présentes sur des vulnerable web application, multi-DE, exploiter les vulnérabilités en utilisant Metasploit, etc. par rapport aux vulnérabilités orientées serveur mais aussi client, donc les différentes exploitations qu'on a vues et qu'on va voir d'ici à l'avenir. C'est donc un commencement parfait pour vous dans l'environnement de la sécurité informatique. Donc, pour nos tests, nous allons diriger vers des vulnerable web applications. Nous allons ensuite nous diriger donc vers la zone d'authentification, utiliser le nom d'utilisateur par défaut, donc admin et le mot de passe par défaut password. On va juste vérifier la sécurité si elle est vers low, sinon vous devrez la changer puisque on est en fait dans un cours basique. Donc on va utiliser donc les simples cours orientés SQL injection qui sont vraiment la base de la base. Donc voilà, on va faire low et on va se diriger vers SQL injection.
Déjà, vous remarquerez qu'il y a deux types d'SQL injection, SQL injection et la blind. La différence est très très simple et consiste à ce que donc au niveau consiste dans le fait qu'au niveau de la SQL injection simple, donc l'erreur est affichée. Par contre, au niveau de l'SQL injection, donc la blind, l'erreur n'est pas affichée, donc il n'y a pas de message d'erreur indiquant qu'il y a une vulnérabilité, et donc on va effectuer donc une approche à l'aveuglette. Donc nous allons voir tout ça dans les types de SQL injection par la suite. Donc une fois au niveau de la zone d'SQL injection, donc ce qu'on va essayer de faire tout d'abord, c'est d'afficher un utilisateur à partir de son ID. Donc on va utiliser 1 pour afficher l'utilisateur dont l'ID est égal à 1, qui est admin et admin. Une fois effectué, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de pouvoir manipuler donc manipuler en quelque sorte la requête qui va aller nous chercher les différentes informations depuis la base de données. Donc, on va ouvrir en fait, par exemple, Liftpad sur laquelle on va travailler. Donc, un petit conseil encore une fois, quand on est en train de traiter donc les vulnérabilités dans le milieu en fait de la sécurité informatique, ce que je vous conseille en fait, c'est de pouvoir vous organiser au maximum et donc aussi d'avoir un petit papier, un stylo à côté, ouvrir en fait des blocs-notes où vous devrez prendre des notes, etc. Donc, c'est vraiment très très important. Donc voilà. Donc ici, c'est un petit exemple de requête utilisée. Donc on a un select, donc la requête plutôt utilisée dans la page. Donc si vous allez plus en détail au niveau de la recherche, au niveau de la base de données, donc vous trouverez en fait que c'est la requête utilisée. Donc dans ce cas, on va chercher le first name et last name à partir de la base de données users où l'ID est ce qu'on a donné. Par exemple, dans le cas de 1, on a la réponse qui est admin. Donc l'utilisateur dont l'ID est 1 et admin, etc. Donc dans le cas qu'on va traiter tout de suite, ce qu'on va essayer de faire par contre, c'est de pouvoir déjà exploiter une condition qui est fausse ou qui ne veut rien dire et une autre qui est toujours vraie. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite en utilisant donc la valeur suivante. Voilà. Donc pourcentage ne va être égal à rien et sera donc false, qui ne sera pas vrai. Et la condition 0 est égal à 0 va être toujours vraie, donc puisque 0 est toujours égal à 0, donc elle va être vraie. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de spécifier donc au niveau de la requête. Voilà, donc la condition. Donc soi-disant, on va décomposer la requête en deux possibilités, plutôt deux volets. Le premier volet, soi-disant, donc il va annuler la première condition, donc l'utilisateur donc cette condition ne sera jamais vraie, donc cela ne voudra rien dire, ou une condition qui est toujours vraie. Donc si on a une condition qui est toujours vraie pour toute la liste des différents utilisateurs par rapport à une table dans une base de données, donc cela va nous retourner tout le contenu de la base de données. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc c'est juste, oui, j'ai fait une petite erreur de syntaxe, donc je vais revenir un peu en arrière pour la corriger. Donc voilà, donc désolé, j'ai fait une petite erreur par rapport à la dernière apostrophe, donc il ne doit pas être inséré. Donc il faut faire attention à ça puisque elle est automatiquement insérée au niveau de la requête. Et comme vous pouvez le voir, on a pu récupérer tout le contenu de la base de données. Un autre petit exemple qu'on va pouvoir effectuer, donc c'est juste pour vous montrer à quel point c'est facile de pouvoir récupérer des informations confidentielles, importantes
et facilement à partir de la base de données. Donc voilà, donc nous allons utiliser la requête qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc voilà, avec la condition qui est toujours vraie, avec un union cette fois. Et on va faire un select null et on va sélectionner la version de la base de données qu'on va essayer d'afficher. On va donc valider. Oui, il y a une petite erreur, donc c'est pas un point virgule, c'est juste une virgule. On va cliquer sur Submit et comme vous pouvez le voir, au niveau de la dernière valeur, donc on a pu récupérer la version de la base de données qui est donc la suivante. Et c'est donc juste des exemples vraiment basiques de l'utilisation des SQL injection. Donc on va pouvoir voir au fur et à mesure à quel point c'est facile de pouvoir détecter et exploiter une vulnérabilité de type SQL injection. Je vous dis merci de votre suivi, de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on essaiera de découvrir les différents types d'injections SQL, chose primordiale pour aller plus loin dans cette exploitation. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons donc pouvoir commencer par une petite introduction. On aura la chance de pouvoir découvrir les différents types d'injections SQL. On va se focaliser plus en fait sur les injections SQL basées sur des erreurs. Nous verrons ensuite les blind injection SQL, donc les injections SQL à l'aveugle, et nous finirons notre présentation par un lab. On va pouvoir mettre en pratique tout ceci au niveau de nos machines vulnérables. Donc il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'injections SQL et pas qu'un seul. Contrairement à ce que l'on croit, l'injection SQL se décompose tout d'abord en deux premiers groupes, ou plutôt sous-groupes, qui est les injections SQL, qui sont les injections SQL basées sur des erreurs comme on a pu le voir, et les injections SQL aveugles, donc les blind SQL injection. Concernant les erreurs, donc les injections SQL basées sur erreurs, ils forcent en fait la base de données à pouvoir exécuter des opérations qui vont pouvoir avoir comme résultat des erreurs. C'est une exploitation qui peut être différente d'un DBMS à un autre, comme on a pu le voir. Donc on a vu un petit exemple par rapport à MySQL, ça peut être différé par exemple vers Microsoft SQL Server, etc. Donc ça dépend de la victime qu'on est en train de tester. Le premier type, donc dans ce groupe-là, donc basé sur les erreurs, et l'Union SQL Injection, où on va essayer de pouvoir exploiter des Union Select, comme on a pu le voir dans l'exemple précédent. Le deuxième est le System Stored Procedure, donc tout ce qui est procédure stockée au niveau du système, où un attaquant va donc pouvoir exploiter des procédures stockées au niveau de la base de données afin de perpétrer les attaques. On a aussi la tautology, où les différentes expressions injectées des valeurs qui sont toujours vraies, afin que les valeurs retournées soient ceux qu'on va pouvoir sélectionner au niveau d'une condition where. On a ensuite le end line of comment. Donc après avoir injecté le code au niveau d'un champ légitime, on va donc essayer de pouvoir commenter ce qui reste de la requête afin de pouvoir avoir plus de chances d'exécution de cette dernière grâce au fait de pouvoir connecter ce qui reste, commenter ce qui reste avec un tiret apostrophe. Donc on verra toutes ces exploitations avancées par la suite dans Hacking et sécurité, vulnérabilité, web. Ensuite, on a l'illegal et le logical incorrect query, donc les requêtes qui sont logiquement incorrectes ou illégales. Donc un attaquant va pouvoir injecter des requêtes illégales ou avec des erreurs de logique, comme des paramètres, type de données ou nom de table. Concernant la blind SQL injection, il faut savoir qu'il n'y a pas de message d'erreur lors en fait du test qu'on va pouvoir perpétrer et qui peut être relatif
au temps, donc time delay, ou une exploitation booléenne. Mais tout d'abord, il peut savoir que ça concerne, et donc l'injection, la blind SQL injection est une injection donc identique à une SQL injection, à l'exception qu'un attaquant va pouvoir essayer d'exploiter une application donc, par rapport à cette vulnérabilité, il ne va pas avoir de message d'erreur, surtout que ces derniers donc va beaucoup nous aider dans l'exploitation et qui peut être détecté vu qu'on va utiliser une panoplie de tests de suite. Donc il faut savoir en fait que la blind injection, quand ça soit donc pas que ce soit le temps, donc le time delay, où on devra attendre, par exemple, lors de la vérification de l'existence d'une table, par exemple, dans base de données, par exemple, carte de crédit, on peut vérifier l'exécution de notre commande en ajoutant un délai d'exécution grâce à l'instruction wait for delay, donc de 10 secondes ou 20 secondes par exemple, et attendre en fait si on va récupérer donc un résultat intéressant. Et on a l'exploitation booléenne où on va donc essayer d'exploiter plusieurs états, donc true et false, au niveau de la requête HTTP, et on va donc essayer de pouvoir comparer les différentes réponses par rapport à la page pour les deux conditions, où l'attaquant va pouvoir découvrir si l'injection a été effectuée avec succès ou pas. Donc, comme on l'a cité, pour les erreurs, enfin les SQL injections basées sur des erreurs, donc on peut exploiter plusieurs points tels que les procédures stockées au niveau de la base de données, le retour à la ligne, donc pouvoir commenter ce qui reste de la requête afin de pouvoir augmenter les chances d'exécution, les requêtes illogiques, la tautologie, comme on en a cité tout à l'heure, donc exploiter des requêtes qui sont toujours vraies et en se basant sur le where, donc on peut affiner les différents retours qu'on va récupérer, exploitation des unions, donc au niveau des injections SQL. Nous avons le cas suivant, donc qui est un cas très simple, où dans une requête de base, on va pouvoir sélectionner le nom, le téléphone, l'adresse des différents utilisateurs ou l'ID et l'ID qu'on a donné en paramètre. Donc si on exploite par exemple une union, on peut par exemple spécifier un ID et avec l'union pouvoir sélectionner toutes les informations à partir, donc toutes les informations donc relatives au numéro de carte à partir de la table de carte de crédit. Et donc la requête résultante qui est la suivante. On rappelle que les SQL injections qui sont blind, donc à l'aveugle, donc les blind SQL injection, sont des injections SQL où on ne peut pas récupérer en fait de messages d'erreur, ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile pour nous et concerne donc des pages génériques. Donc c'est la même chose, vraiment identique à l'exploitation du SQL injection traditionnel, à l'exception du fait que l'attaquant va avoir beaucoup plus de problèmes à pouvoir récupérer les différents champs donc de la base de données, différentes informations qui vont pouvoir lui servir pour l'exploitation et qui peut donc prendre beaucoup de temps, surtout quand on est en train de pouvoir exploiter la vulnérabilité, ce qui rend aussi le fait qu'elle soit détectable beaucoup plus facile par rapport aux autres exploitations, d'où l'exemple suivant. Dans un cas normal, donc nous aurons une erreur par rapport à l'exploitation qu'on est en train de mettre en place. Par contre, si on a une injection SQL, nous aurons une page d'erreur simple, comme si vraiment de rien n'était. Sans plus tarder, passons à notre lab, on va essayer d'exploiter tout ça ensemble et en vidéo. Dans ce lab, nous allons donc pouvoir nous diriger directement vers le DEM Vulnerable Web Application et on va aller vers SQL Injection Blind. Donc c'est exactement le même principe que l'autre SQL Injection qu'on a pu voir au préalable, comme vous pouvez le voir. Et en fait, la seule différence qu'il y a, c'est qu'on peut pas en fait avoir en fait de messages d'erreur lors en fait de la détection de vulnérabilité. Donc, pour ce, afin de pouvoir détecter une blind SQL injection, on va utiliser l'outil SQLmap. Donc déjà, on va activer Burpsuit afin de pouvoir récupérer les informations qui nous seront utiles lors de notre exploitation de l'utilisation de l'outil SQLmap. SQLmap qu'on va pouvoir revoir par la suite dans notre
dans notre présentation sur les outils d'SQL injection. Voilà, on va cliquer sur Submit. Automatiquement, la requête sera reçue par, c'est pas ici, c'est sur SQLmap. Et en fait, les différentes informations que vous pouvez voir ici, peuvent être très intéressantes pour nous. Donc, ce que vous voyez à côté, en fait, normalement, vous ne devrez pas le voir de votre côté. C'est Beef Hooks. Donc, c'est le hook de Beef qu'on a pu exploiter au niveau d'XSS, qui est toujours au sein de notre navigateur. Donc, ce qui nous intéresse le plus, en fait, c'est Security et PHP SSID. Donc, nous allons supprimer le hook de Beef, puisque c'est pas intéressant pour nous. Donc on va copier ce dernier sans oublier en fait la requête, voilà, qui est la suivante. Alors tout est vraiment question d'organisation. Nous verrons dans des exploitations qui sont avancées à quel point c'est intéressant. Donc le fait de pouvoir utiliser en fait les injections SQL de manière ordonnée. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de lancer notre outil comme ceci. Donc SQL Map. Donc si vous voulez afficher les options, vous pouvez, pardon, c'est pas ça, petite erreur. Vous pouvez utiliser l'option "-h" pour afficher les différentes options qui s'offrent à vue. C'est vraiment un outil qui est extrêmement puissant, donc et que je vous encourage vivement à pouvoir utiliser. Donc nous allons utiliser l'option U pour spécifier l'URL comme qui suit. Nous allons donc copier l'URL qu'on a pu récupérer tout à l'heure, qui est ce dernier. Voilà. SQLBind, l'ID, etc. Donc c'est parfait. Et en fait, parce qu'on a une zone d'authentification, il faut savoir qu'on va pouvoir exploiter en fait les différents cookies dont on dispose. Et c'est quelque chose de très important. Et il faut faire attention à ça. Donc si vous n'utilisez pas cette technique en fait pour pouvoir accéder, en fait, exploiter l'outil, ça devient un peu plus embêtant à pouvoir être utilisé. Donc vous pourrez même quasiment ne pas pouvoir utiliser l'outil, car sinon en fait il n'y a pas vraiment moyen de pouvoir accéder à tout ça. Donc voilà, une fois que vous avez ajouté l'option cookie, donc vous allez coller ce dernier comme ceci. Donc le ne pas oublier, en fait on a le security low et le PHP SSID. Et à partir de là, nous allons donc commencer notre injection comme qui suit. Voilà, SQLmap est en train de tester, il teste les différents services, les gestionnaires de bases de données, etc. Il est en train de vérifier en fait les différents types d'injection SQL qui existent. Comme vous pouvez le voir, il a déjà détecté en fait que le paramètre ID est géré par la version MySQL 5.0.12 et qui est injectable par rapport au type donc Blend. Donc ce qu'on nous demande, donc if you it looks like the backend DBMS is MySQL, donc on a pu le voir déjà manuellement. Do you want to skip test payloads? Donc on nous demande si on veut continuer à tester les différents payloads ou pas. Donc puisque on a déjà pu récupérer ce qui nous intéresse, nous allons cliquer sur non. Et en fait, on va nous demander par rapport au test qui reste, si on veut inclure tous les tests pour MySQL. Donc, on va cliquer sur Yes. Et voilà. Get parameter is vulnerable. Voilà, notre paramètre ID est vulnérable. Et on va donc arrêter de tester d'exploiter les différents tests. Et comme vous pouvez le voir, donc on va pas trop s'attarder non plus par rapport à l'utilisation de SQLmap dans ce sens, puisqu'on va pouvoir le voir au niveau de la présentation sur les outils de hacking, donc les différents outils de hacking aux outils de hacking SQL injection. Donc on va voir comment pouvoir
l'exploiter petit à petit. Donc en exploitant déjà maintenant l'option "-dbs", nous avons pu récupérer les différentes bases de données dont on dispose. On peut déjà commencer à afficher les tables en ajoutant ensuite à "-dbs tables". Donc on va s'arrêter là pour cette exploitation. Donc voilà, on a pu afficher les différentes tables par rapport aux différentes bases de données donc disponibles. Donc le reste qu'on va pouvoir voir par la suite ensemble lors de la prochaine vidéo en fait concernant les outils d'injection SQL. Donc nous allons aller plus loin dans l'exploitation donc de récupération des différents champs des bases de données, voire même comment pouvoir craquer directement en fait le contenu, etc. Donc, ce qui reste assez intéressant pour nous. Donc à partir de là, donc nous sommes vraiment rentrés dans le vif du sujet. Donc les exploitations automatiques sont vraiment intéressantes, mais il est primordial de bien savoir comment pouvoir effectuer les exploitations basiques. Donc maintenant, nous allons pouvoir nous diriger vers notre machine en fait WebGoat, voilà, où nous allons en fait essayer de pouvoir exploiter d'autres types de vulnérabilités, SQL. Donc il existe bien sûr plusieurs façons de pouvoir bypasser les contrôles, etc. Chose qu'on va pas trop voir pendant cette formation. Sans oublier qu'on est en train en fait de préparer, vous préparez en fait au passage de la certification, CEH. Donc comme on en a discuté, il faut savoir que au dépend des différents cas que vous êtes en train d'étudier, il faut savoir en fait que il existe plusieurs filtres. Par exemple, dans ce cas, en fait, c'est une petite exploitation. On va pouvoir exploiter une string SQL afin de pouvoir bypasser l'authentification. Donc, sachant que qu'on doit s'authentifier au niveau du compte Neville sans pouvoir utiliser le mot de passe correct. Donc voilà le compte qui est le dernier. Donc parfois en fait la machine s'attend à, en fait, le serveur s'attend à pouvoir recevoir une valeur string, une valeur, de type digit, donc un nombre. Donc, si en fait on lui donne quelque chose d'autre, par exemple un caractère, donc cela devient pour lui, donc une erreur si on peut le dire. À partir de là, on peut exploiter cette vulnérabilité là afin de pouvoir bypasser les contrôles. Donc on va s'authentifier, aller vers params number suite, on va aller vers password, et à partir de là, nous allons modifier ce dernier avec la valeur apostrophe or 1 égale à 1. Ensuite, on va forwarder, on va revenir vers notre WebGoat, et comme vous pouvez le voir, on a pu accéder à la zone de Neville sans pour autant se faire détecter. Concernant l'injection numérique, donc c'est ce que nous avons pu voir jusqu'à maintenant, ainsi que pour les exploitations avancées. Donc nous avons déjà vu pour la Blind SQL Injection. Pour d'autres exploitations avancées, il faudra attendre le chapitre donc Hacking et sécurité expert, vulnérabilité web, donc la deuxième version où nous verrons encore plus d'exploitation sur les injections SQL, exploitation de manière très avancée qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Déjà au niveau de la première, au niveau de Hacking et sécurité avancée et Hacking et sécurité expert vulnérabilité web, vous pourrez déjà récupérer beaucoup d'informations sur ça. Donc des exploitations qui sont quand même assez intéressantes, assez avancées. Donc le temps déjà qu'on puisse aller plus loin dans ce sens. Je vous dis merci de votre suivi et de votre confiance, et à la prochaine vidéo sur Alpha. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on essaiera de traiter le sujet de la méthodologie des injections SQL. Plus précisément, nous allons voir les différentes étapes à pouvoir suivre afin de pouvoir exploiter convenablement une injection SQL, manuellement bien sûr,
C'est une étape très importante afin de pouvoir passer à d'autres exploitations automatiques telles que l'utilisation de SQLmap, comme on va pouvoir découvrir par la suite. C'est surtout utile quand on est en train de traiter des lignes d'injection SQL ou autres, etc. Donc ça reste une étape plus que primordiale à pouvoir mettre en place. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons donc pouvoir commencer par une petite introduction, suivie par un lab où on mettra en pratique la méthodologie d'exploitation d'injection SQL afin de pouvoir récupérer les informations qui nous intéressent. Lors de la méthodologie et de l'approche d'exploitation d'injection SQL, il existe des attaques primordiales à pouvoir suivre. La première étant l'information gathering, où l'attaquant va pouvoir vérifier s'il est possible de pouvoir, si plutôt l'application web peut se connecter à une base de données, la liste des différents champs input ainsi que les champs cachés, sans oublier de pouvoir analyser les requêtes POST. L'attaquant va aussi pouvoir essayer lors de cette étape d'injecter du code au niveau de champs de formulaire ainsi que valeur string dans les champs où donc l'application web va pouvoir s'attendre plutôt à un nombre, pouvoir tester l'opérateur union s'il est utilisé donc dans une combinaison résultante lors d'une utilisation d'un select, chose qui est très intéressante, ainsi de pouvoir analyser le message donné lors de l'erreur provoquée. Directement au sein de notre lab, on pourra par exemple analyser les différents messages d'erreur qui peuvent subsister, donc qui peuvent nous donner des informations importantes sur notre cible, telles que le moteur utilisé, le type de base de données. Donc c'est surtout les erreurs ODBC qui vont nous donner ce genre d'informations, etc., etc. Donc on peut déjà provoquer une erreur simplement en spécifiant par exemple, je vais faire n'importe quoi, un 1 avec une petite apostrophe, et je vais cliquer sur View Account Details. Et comme vous pouvez le voir, donc cela peut vraiment nous donner des informations importantes par rapport au message d'erreur, le type de base de données, mais parfois même des erreurs relatives, des informations relatives aux différentes requêtes utilisées. Afin de pouvoir effectuer l'analyse sur les différents champs dont on a discuté, donc les différents champs de formulaire, donc on peut simplement effectuer une analyse du code source de la page, ou encore, donc je vais revenir en arrière, ou encore effectuer donc une inspection des éléments. Comme vous pouvez le voir, on peut rapidement récupérer les différentes versions de champs, les différents champs, etc. donc de notre forme, ce qui peut nous être très intéressant. Sans oublier qu'on peut analyser notre requête en exploitant des outils tels que burpsuite, donc on les a vus depuis le début. Donc on va lancer notre burpsuite ou encore Zaproxy. Donc Zaproxy est très intéressant pour pouvoir détecter automatiquement les différentes vulnérabilités. Donc on va, en plus d'être un bon analyseur en fait, on va donc vérifier l'interception et relancer notre page. Et à partir de là, on peut vérifier en fait le contenu des différentes requêtes, etc. Donc surtout quand on est face à du POST, ça peut être très très intéressant. Donc on va annuler l'interception et on va laisser ceci comme ça. Au niveau des ressources, vous pourrez retrouver un petit guide pour la détection d'injection SQL. La deuxième étape consiste à pouvoir exploiter l'injection SQL, détecter l'injection SQL en exploitant soit une détection manuelle comme on a pu le voir. Donc on va essayer de pouvoir provoquer des messages d'erreur pour les analyser, pouvoir la détecter donc manuellement grâce à différentes méthodes de détection comme on a pu le voir et on va pouvoir le voir ensemble.
Donc en provoquant des messages d'erreur en utilisant des outils qui sont spécialisés dans la détection d'injections SQL, voire même des outils dédiés à l'injection SQL tels que SQLmap ou encore Ravish. À ce moment-là, on va pouvoir commencer à exécuter notre injection SQL. Donc nous allons lancer cette dernière. Et on va essayer de pouvoir extraire le maximum d'informations possible en suivant une certaine méthodologie qu'on va pouvoir voir au niveau de notre lab. Sans oublier le concept dont on a parlé tout à l'heure. Donc il faut savoir que c'est pas obligatoire en fait d'avoir un message d'erreur pour savoir qu'il y a une injection SQL ou pas. Il existe aussi des cas où on peut avoir une injection SQL sans message d'erreur. C'est ce qu'on appelle la ligne d'SQL injection qu'on va pouvoir voir lors de la prochaine vidéo. Et à ce moment-là, on peut commencer à pouvoir exploiter des SQL injections avancées telles que la découverte de la structure de la base de données, l'énumération des différentes colonnes, l'administration de base de données, mais aussi de l'énumération avancée par rapport à cette dernière. Donc c'est avant de pouvoir donc effectuer ce type d'exploitation, il faut déjà connaître les différentes structures des bases de données, que ce soit Oracle, Microsoft Access SQL ou MySQL, Microsoft SQL Server. Donc par exemple pour Oracle, on peut trouver des schémas tels que sys all tables ou encore sys user views. Pour MySQL, on peut retrouver du MySQL user ou encore MySQL database. Pour du Microsoft SQL Server, on retrouve par exemple du sys-type ou sys-databases, etc. Donc c'est très très important. Sans oublier les caractères spéciaux tels que les commentaires, les requêtes basées en union, les sous-requêtes, etc. par rapport à chaque type de base de données. Donc vous allez pouvoir trouver ça aussi au niveau de ressources. Et par rapport à l'exemple qu'on va pouvoir voir au niveau de notre lab, on va voir déjà de A à Z comment on va pouvoir exploiter une base de données, récupérer les informations du schéma de cette dernière, mais aussi interagir avec des fichiers système tels que la récupération du contenu de dossier /etc/passwd ou encore effectuer de la reconnaissance réseau donc en utilisant la cible, donc les serveurs exploités en tant que pivot au niveau du réseau. Et tout ça simplement grâce à des requêtes SQL. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant et intéressant. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. On va revenir vers notre lab, donc on va fermer les différentes fenêtres, vérifier donc si le bon vieux burp suit est désactivé, donc l'interception est désactivée pour qu'on puisse pas vraiment avoir de problème. Et on va revenir vers une Damn Vulnerable Web Application. On va aller vers SQL Injection, sans oublier de vérifier si la sécurité est sur low. Et tout d'abord, donc nous allons essayer de recommencer notre analyse par rapport à l'application. Donc tout d'abord, nous allons essayer de pouvoir lancer, donc enfin juste faire un petit test en affichant les différents éléments. Donc les différents ID, donc l'ID 1 c'est administrateur, concernant l'ID 2 c'est Gordon, l'ID 3 hack, avec le nom hackme, donc c'est sympa comme petit truc. Donc ce qu'on va essayer de faire en fait, c'est de pouvoir analyser déjà l'erreur qui va nous être donnée pour voir si ça peut nous donner des informations sur la base de données. Comme vous pouvez le voir, ça nous a donné une seule information, c'est que nous sommes en train d'utiliser du MySQL, mais en fait c'est pas suffisant pour nous. Il faut qu'on aille un peu plus loin. Donc on va encore une fois vérifier rapidement, grâce à une requête qui est toujours vraie, donc qui est A, voilà, est égal à A, avec la valeur égale, donc déjà, je vais juste rajouter les deux petits guillemets ici. Donc puisque cette valeur est toujours vraie, donc normalement ça devrait nous retourner tous les utilisateurs. Et comme vous pouvez le voir, on peut récupérer en fait la liste des différentes valeurs contenues au niveau de notre base de données, ce qui est extrêmement simple à exploiter. Mais on va pas s'arrêter là, donc on va aller beaucoup plus loin. Donc vu que le message d'erreur n'a pas pu donc nous donner des informations intéressantes par rapport à la version de la base de données, etc., nous allons donc essayer de pouvoir récupérer la version
exact de cette dernière. Ce qu'on va essayer de faire, donc, c'est de pouvoir essayer une union, donc afin de pouvoir donc injecter un select donc par rapport à la version de la base de données. Donc on peut récupérer donc on veut en fait récupérer la version de la base de données qui est utilisée, et donc on va utiliser la requête suivante. Donc on va provoquer l'erreur tout en ajoutant une union qui va exécuter la commande suivante. Donc on va faire une submit. Donc nous aurons l'erreur suivante. Donc the used select statements have different number of columns. Donc c'est-à-dire en fait qu'on a différents types de colonnes. Donc on est en train de sélectionner une colonne, mais en fait il y a un nombre de colonnes différents au niveau de la base de données. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ajouter donc la valeur qui est 1, donc on va pouvoir assigner à la première valeur, enfin à la première colonne, tout en ajoutant la version qu'on veut afficher. On va ensuite exécuter la requête, et bingo, c'est ce qu'on est en train de chercher. On a pu récupérer la version de la base de données qui est la suivante. La prochaine étape va pouvoir consister à pouvoir récupérer le nom d'hôte qui est utilisé au niveau de la base de données, donc le hostname. Donc on va se rester en fait au niveau du même nombre de colonnes. Donc voilà, c'est parfait. Select, donc on va ajouter le 1, et à la place de la version, on va donc essayer d'afficher le nom d'hôte, donc le hostname. Et on va lancer notre requête. Donc je vais juste revoir en fait. Voilà, il faut faire attention en fait aux caractères que vous êtes en train d'utiliser parce que ça peut poser problème en fait. Donc je vais remplacer le 1 par nul et on va utiliser hostname et on va essayer d'afficher. Voilà, et c'est parfait. Donc le nom d'hôte de notre machine cible est bel et bien Metasploitable, et c'est la machine qu'on est en train d'utiliser. Après ceci, nous devrons donc récupérer le nom de la base de données qui est utilisée. Donc c'est ce qu'on va essayer de récupérer grâce donc à la valeur database, donc grâce à la variable database. Voilà. On va laisser le 1 ou bien on peut le remplacer par nul. Et on va lancer notre requête. Donc là, c'est sûrement juste, encore une fois, une erreur par rapport au caractère, donc apostrophe. Donc si on essaie de rentrer, cela nous donnerait en fait comme réponse. Donc il faut faire attention à ce dernier. Donc voilà, database. Et voilà, donc la base de données qu'on est en train d'utiliser est le Definable Web Application. Donc maintenant que c'est fait, nous avons la version, mais aussi le nom de la base de données, le nom d'hôte, etc. Le but est de pouvoir donc récupérer les différents schémas de la base de données, et pour ce nous allons utiliser les variables. Donc on va utiliser encore un select, mais on va afficher donc le nom du schéma à partir en fait de la table information schema mata. Donc c'est en fait relatif à tout ce qu'on utilise par rapport aux différentes bases de données. Donc c'est relatif au type de base de données en fait qui est utilisé. Donc le service de gestion de base de données qui est utilisé, si c'est du MySQL, MySQL Server, etc. Donc maintenant nous allons exécuter notre requête. Et voilà, nous avons pu récupérer en fait l'ensemble donc des différents schémas au niveau de la base de données. Maintenant que c'est fait, donc nous allons essayer de pouvoir récupérer le nom des tables au niveau en fait du schéma de la base de données. Et pour ce, donc nous allons utiliser encore une fois la même requête, mais cette fois on va utiliser en fait le champ table name à partir en fait d'information schema.tables. Donc comme je vous l'ai dit en fait, cela dépendra du type de la base de données que vous êtes en train d'auditer. Voilà. On va sélectionner à partir de table name, à partir de information schema.tables, donc qui est relatif à MySQL, donc le nom des différentes tables, et on va lancer notre requête. Et comme vous pouvez le voir, donc on a pu récupérer toutes les informations qui nous intéressent, et vous l'aurez remarqué en fait, c'est des tables du genre users qui nous intéressent le plus.
Donc maintenant qu'on a effectué cela, nous allons pouvoir effectuer un exemple très simple. Donc nous allons nous diriger vers notre LeafSpad et on va utiliser donc la requête suivante qui va nous permettre de sélectionner le nom des tables à partir de schéma en fait de table de la base de données où le schéma est OWASP10, donc un des noms des différentes bases disponibles. Donc on va copier ceci, on va se diriger vers user ID, en fait le champ qui est vulnérable, et en fait nous allons lancer notre SQL injection. Donc voilà, il y a une petite erreur qu'on va essayer de régler rapidement. Voilà, c'est sûrement les apostrophes puisque on a copié-collé. Voilà, et comme vous pouvez le voir, on a pu récupérer les différents champs, carte de crédit, blog, compte, etc. Donc, ce qui est quand même assez dangereux. On verra par la suite comment pouvoir tout ça d'une manière automatisée. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure en fait, lors de l'ancienne requête, ce qui nous intéresse le plus, c'est de pouvoir récupérer le nom ainsi les passwords. Donc le first name et le password à partir de la table user, donc la table user qu'on a pu récupérer tout à l'heure. Donc c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais comment déjà pouvoir afficher le contenu de ces tables? C'est extrêmement simple. Donc déjà les composants de la table. Donc c'est très simple. On va utiliser encore une fois l'union. On va sélectionner, puisqu'on a en fait tout à l'heure trouvé l'erreur par rapport au numéro en fait de colonne. Donc on va concaténer le nom de la table, donc on va utiliser un espace, mais aussi le nom de la colonne, à partir du schéma des différentes colonnes dans la base de données, où le nom de la table est users. Donc comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment, tout dépend en fait de la structure de la table que vous êtes en train d'utiliser, et chaque table ne ressemble pas à l'autre, et sans oublier en fait que chaque gestionnaire de base de données possède des composants en fait de la base de données, des schémas qui lui sont propres, etc. Donc ce qui est le plus intéressant ici, c'est de pouvoir bien connaître votre cible. C'est pourquoi en fait on a essayé de récupérer le type de base de données, la version, etc. Donc là on va lancer notre requête, et comme vous pouvez le voir, on est en train de récupérer tous les champs de la table. Donc supposons maintenant qu'on veut récupérer, je sais pas, on va prendre un exemple aléatoire. Donc on va récupérer first name, donc voilà, le first name il est là, et last name, et le password pardon, qui est ici. Donc c'est extrêmement simple. Donc là on va construire cette requête ensemble. Donc on va laisser l'union, voilà, et jusqu'au concat. Voilà, et on va faire donc un select nul suivi par concat pour la concaténation. On va afficher le first name. Donc on va avoir un petit espace, voilà, ainsi que password, donc le nom des différentes les différents champs qu'on a pu récupérer tout à l'heure, donc from users, et tout ça donc pour récupérer cette valeur là. On va afficher donc la requête. Je pense voilà qu'on a fait une toute petite erreur. Oui, voilà, on a oublié de pouvoir déclencher en fait la vulnérabilité. Et on va cliquer sur Submit. Et voilà, nous avons pu récupérer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc je vous dis encore une fois, cela dépendra de votre cible, du gestionnaire de base de données que vous êtes en train d'auditer. Donc c'est très important à pouvoir connaître avant de pouvoir approcher les injections SQL. C'est vraiment une combinaison entre différentes techniques. Donc une dernière technique en fait très intéressante qu'on va pouvoir voir ensemble, c'est comment pouvoir afficher des dossiers sensibles au niveau de la base de données. Eh bien c'est très simple. Donc ce qu'on va utiliser, c'est encore une fois l'union. Voilà, union all, et on va sélectionner, en fait on va utiliser la commande load file. Et ce qui nous intéresse en fait, par exemple au niveau d'une machine Windows, encore une fois on en a parlé, il faudra spécifier quel type d'autre on est en train d'auditer. Tout à l'heure on a pu récupérer donc la version qui est de l'Ubuntu. Donc si c'est de Windows, ça sera un autre fichier qui contient en fait des informations sensibles comme le dump de fichier SAM ou je sais pas, un truc du genre.
Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir afficher le contenu de ce fichier, et c'est ce qu'on va faire grâce à la commande suivante. Donc, pardon, j'ai fait une erreur en parlant. Donc c'est passwd, voilà. Et on va aller vers l'ID, et on va cliquer sur Submit. Donc il y a une erreur encore une fois, et je suis sûr que c'est relatif aux différents au niveau différents caractères. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. On va faire un submit, et comme vous pouvez le voir, on peut même afficher différents contenus de fichiers, ce qui est extrêmement dangereux. Je vous dis merci de votre suivi, de votre confiance, et à la prochaine vidéo sur Alpha. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on essaiera de découvrir différents outils de SQL injection. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par un lab. On essaiera de découvrir deux outils phares des injections SQL, mais aussi leur utilisation. Ce sera aussi donc un récapitulatif donc de ce qu'on a pu voir comme introduction pour SQLmap, mais aussi en fait la suite de l'exploitation de ce fameux outil qui reste un outil quand même très puissant, voire même le plus puissant qui existe. Sans plus tarder, l'introduction. Il faut savoir qu'il existe une panoplie d'outils afin de pouvoir exploiter des injections SQL de manière automatisée, qui sont tout aussi efficaces les uns que les autres, mais encore une fois, cela dépendra du type de gestionnaire de base de données que vous visez. Vous pourrez en fait trouver un outil qui sera efficace au niveau des bases de données MySQL, d'autres qui l'est encore plus pour du Microsoft SQL Server. Vous pouvez aussi avoir des outils qui vont bypasser les différents filtres ou encore les Web Application Firewall, etc. Parmi les outils les plus puissants d'injection SQL reste SQLmap qu'on va découvrir au niveau de notre lab. Donc il existe aussi d'autres outils tels que BSQL Hacker, Marathon Tool, SQL Power Injector ou encore Havish qu'on va aussi voir au niveau de notre lab. Sans plus tarder, passons à notre lab afin de pouvoir découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Lors du dernier exemple qu'on a pu découvrir, lors de la vidéo précédente sur la méthodologie SQL, donc nous avons pu nous arrêter sur le point suivant, donc très exactement, donc nous avons pu récupérer la liste des différentes tables au niveau des différentes colonnes par rapport aux différentes tables au niveau de notre cible. Donc nous allons essayer d'aller un peu plus loin dans notre exploitation. À partir de là, nous allons donc récupérer les différentes colonnes de la table users, donc comme qui suit. Nous allons donc utiliser la même commande suivie par T pour le nom de la table, et donc nous allons récupérer les différentes colonnes de cette dernière, comme vous pouvez le voir. Donc si vous avez un message pareil, donc il faudra vérifier en fait si on peut récupérer, si on a en fait des cookies qui sont valides. Donc nous allons vérifier ceci. Voilà, nous avons notre machine. Nous allons revenir vers Burpsuit, désactiver l'interception, juste le temps de pouvoir vérifier. Nous allons nous réauthentifier, activer l'interception et en fait cliquer sur n'importe quel lien. Nous allons revenir vers Row et je pense voilà que les différentes les cookies ont été ils ont changé. Donc on va revenir pour vérifier cela. Et on va coller les cookies. Donc voilà, c'est parfait. Et comme vous pouvez le voir, voici les différentes colonnes de la table users, donc qui sont disponibles au niveau de la base de données
Deemed Vulnerable Web Application. Donc à partir de là, donc nous avons directement les différentes colonnes, donc les champs qui nous intéressent, qui sont user et password. On va donc pouvoir récupérer le contenu et donc dumper le contenu de ces derniers grâce à la commande donc -c. On va spécifier les champs qui nous intéressent et ensuite on va ajouter l'option dump, donc dump. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a pu récupérer l'ensemble du contenu de ces colonnes, donc les différentes valeurs qui nous intéressent. Nous pouvons même donc demander à l'outil de pouvoir craquer les hashes si on le souhaite. Donc déjà il a pu récupérer trouver en fait un hash par rapport à password. Donc on nous demande si on veut stocker les hashes temporairement. On va choisir l'option non. Et ensuite si on veut les craquer grâce à une attaque via dictionnaire. On va cliquer sur Y par exemple. On va laisser par défaut. Voilà. Et si on veut utiliser en fait les mots de passe qui sont communs, donc nous allons choisir non. En fait voilà, il est en train de craquer les différents hashes, comme vous pouvez le voir, et il va nous afficher les noms d'utilisateurs avec les hashes et mots de passe qui lui sont adéquats. Donc bien sûr, SQLmap possède beaucoup d'autres possibilités qui vont nous permettre d'exploiter notre injection SQL d'une manière très avancée, et je vous encourage vivement à pouvoir aller plus en détail dans ce sens. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on essaiera de découvrir différentes techniques d'évasion d'IDS. Il se peut que lors de votre test d'intrusion, vous êtes face en fait à différents centres de détection d'intrusion qui pourront donc détecter votre attaque, mais aussi la stopper. Afin de pouvoir bypasser ces derniers, il existe plusieurs techniques. Et ce qu'on va découvrir n'est qu'une infime partie en fait. Et vous pourrez découvrir au sein des ressources un petit document avec quelques astuces afin de pouvoir bypasser ces protections-là. Parmi ces techniques d'évasion, on retrouve l'utilisation du inline comment, donc ce qu'on a pu voir au sein du lab de la méthodologie. On va donc pouvoir commenter ce qui reste d'une requête, l'encodage des caractères, concaténation des strings, donc des chaînes de caractères qui peut être intéressante, l'offuscation de code, telle que l'utilisation de base64, manipulation des espaces, ou encore l'encodage hexadécimal. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans ce sens, donc au niveau du chapitre hacking et sécurité vulnérabilité web, donc la deuxième partie qu'on va pouvoir découvrir ensemble, on va pouvoir aller plus loin dans les techniques d'évasion, les mettre en pratique, etc. face à the Web Application Firewall. Donc ça sera carrément du bypassing de sécurité en fait, d'IDS, etc. en live. Donc on va travailler sur des architectures réelles et répandues sur le net. On aura aussi tout ça par rapport au chapitre exploitation et mise en situation. On va pouvoir voir tout ça plus en détail. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de découvrir différentes contre-mesures afin de pouvoir se protéger contre les injections SQL. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons donc commencer par une petite introduction, suivie par différentes contre-mesures qui nous seront utiles afin de pouvoir nous prémunir contre les injections SQL. Avant de pouvoir commencer à pouvoir mettre en place des contre-mesures contre les injections SQL, il faut tout d'abord savoir pourquoi les applications web sont-elles vulnérables aux injections SQL. Le premier fait est que la base de données en fait va avoir les droits et pouvoir exécuter des commandes OS.
quelle est la solution par rapport à ça? Il faut essayer de pouvoir lancer le service de base de données au niveau d'un compte avec un maximum, si on veut, un maximum minimum si on peut, mais plutôt des droits et privilèges les moindres possibles. Donc quand on va assigner un compte par rapport au service de base de données, il faut lui donner le moins de privilèges possible. On revient encore à un concept qu'on a pu étudier ensemble, qui est le principe du privilège moindre, et sans oublier de pouvoir désactiver les commandes sensibles telles que XP Command Shell. Le deuxième fait est que la connexion à la base de données s'établit grâce à un compte avec des privilèges qui sont importants. Comment y remédier à ce point-là, ou plutôt à ce fait? Il faudra donc superviser le trafic de la base de données en utilisant des IDS, mais aussi des WAP, et encore une fois pouvoir exploiter le principe du privilège moindre par rapport aux différents comptes assignés. Le troisième point est le fait que les messages d'erreur révèlent des informations importantes sur la base de données. La solution est de pouvoir supprimer tous les messages d'erreur et utiliser des messages d'erreur customisés et génériques. Et enfin, il n'y a pas de validation de données au niveau serveur. La seule solution à ce problème-là est qu'il faut pouvoir filtrer tous les inputs utilisateurs, mais aussi pouvoir sérialiser et contrôler les différentes données récupérées suite à un formulaire, enfin la validation d'un formulaire d'un utilisateur par exemple, et pouvoir, pourquoi pas, les sérialiser afin qu'ils soient dans un format qui ne représente pas de danger pour le serveur. Il existe donc différentes contre-mesures afin de pouvoir se prémunir contre les injections SQL, telles que le contrôle des inputs utilisateurs qui reste le plus grand fléau, mais aussi le plus grand point d'interrogation par rapport aux différentes vulnérabilités des applications web. Donc on retrouve ce point au niveau quasiment de toutes les vulnérabilités. Tester le contenu des variables récupérées. Ceci est un point extrêmement important et permet de se prémunir aussi bien contre les injections SQL que d'autres vulnérabilités. Mettre en place plutôt une whitelist de différents patterns qui peuvent être acceptés. Mettre en place des Web Application Firewalls, ce qu'on a pu voir au niveau du chapitre précédent. Ne pas utiliser de transact SQL puisqu'il représente un danger extrêmement important. Sans oublier de pouvoir mettre en place une vérification multicouche des différentes données rentrées par l'utilisateur. Construire des requêtes statiques peut aussi représenter une solution très intéressante par rapport à la protection contre les injections SQL, mais aussi par rapport aux différentes autres vulnérabilités de type injection. Mettre en place des IDS, ce qu'on va pouvoir découvrir au niveau du chapitre contre-mesures. Donc on va pouvoir mettre en place des IDS tels que Snort, etc. Bien les configurer, c'est encore plus important que les mettre en place. Et donc pouvoir superviser l'ensemble de l'activité à travers ce dernier. Et bien sûr, on revient toujours à pouvoir avoir une certaine sécurité par le design. Donc c'est une sorte de sécurité proactive. Donc on va essayer de pouvoir déjà sécuriser notre application avant même que la vulnérabilité soit là. C'est-à-dire qu'au niveau du développement, on va choisir par exemple dans cet exemple-là des API qui sont sécurisées, des versions par exemple d'API qui ne représentent pas en fait de vulnérabilité, donc pas de vulnérabilité présente au sein de ces derniers. Donc en gros, on doit suivre un modèle de développement, donc tel que le modèle SDLC, donc le System Development Lifecycle, qu'on a pu découvrir au préalable ensemble. Merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alform.